Bien, premièrement, moi, je pense sérieusement que les gens doivent s'approprier beaucoup plus de connaissances au niveau de leur placement. Je trouve ça très malheureux que les investisseurs dégagent toute la responsabilité aux conseillers ou aux gestionnaires en avant de soi et de dire « Ah, OK, on a fait 3 %. Ah, OK, on a fait 7 % Ah, on a fait moins 3 OK, mais il faut aller un peu plus loin que ça. Tu veux dire que dans le fond, mettons, moi, je suis avec toi, là, je vois les résultats, bien, on a une discussion ensemble. Je te pose des questions, je suis curieuse, je te challenge, comment on peut optimiser, comment on peut bonifier dans ce sens-là, oui. ça veut dire. Et de se comparer. Est-ce que la performance de mon gestionnaire... versus le marché, ça fait du sens? Bienvenue à l'Indomptable Podcast, l'endroit où est-ce qu'on ne suit pas les règles. On les réinvente. Je dis tout haut ce que bien des entrepreneurs pensent tout bas, avec une approche directe et audacieuse. Vérité crue, stratégie puissante et mindset d'élite, tout ce qu'il te faut pour bâtir une business qui domine. Je suis Mélanie Fortin, business coach, stratège élite et surtout indomptable. Brigitte Brabant, quel plaisir de te recevoir dans mon nouveau studio à Laval de l'Indomptable Podcast. Comment ça va, ma chère? Ça va très bien. Merci à toi de me recevoir. Un grand plaisir. Puis, Brigitte, on va jumper right in dans le sujet. Brigitte qui est experte en finance, mais surtout en gestion de portefeuille. Ouais. Puis là, la première question qui me vient, c'est assez rare. Des femmes dans le milieu de la finance, de l'argent, de la gestion de portefeuille. Ça a commencé quand, ça, justement, là, le goût des chiffres comme ça? J'ai toujours eu le goût des chiffres. Moi, depuis que t'es toute petite, là? Oh, et moi, j'étais une fille de chiffres, de mathématiques. J'ai même considéré me spécialiser en mathématiques. Hein? Oh, moi, là, au secondaire, c'était ma matière favorite. Au cégep, calcul différentiel intégral, j'étais ça à coche. J'ai même eu un 100 % au cégep là-dessus. Non, moi, les chiffres, j'adore. Je suis vraiment surprise. Toujours. Une fille qui excelle et qui adore les mathématiques. Ouais. Ça, non. Moi, c'était autre chose, mais pas ça. C'est vraiment surprenant. Fait que t'as fait pas mal ta carrière tout au long de l'année au niveau des finances. Principalement, gestion de l'argent, les chiffres et tout. Là. Dans le fond, moi, concrètement, j'ai fait mon bac en finance à l'Université de Sherbrooke. Techniquement, j'ai fait une spécialisation en finance pour partir ma business. Je savais pas en quoi. Pour vrai? Mais je savais qu'un jour, je partirais ma business. J'avais même pas l'ambition d'assumer le rôle que j'ai aujourd'hui. Je me disais, je savais profondément que j'étais une entrepreneur. Je voulais avoir ma business, mais pour moi, de vraiment contrôler l'aspect chiffre, c'était primordial. Fait que j'ai fait ma spécialisation en finance. Puis à Sherbrooke, c'est un stage, on avait des stages coopératifs. Okay. J'ai fait ça, tu sais, c'est la petite fille de la campagne qui s'en va au centre-ville de Montréal. J'ai fait des formations avec la Bourse de Montréal. Puis j'ai eu le coup de cœur pour l'analyse technique et les options. Puis c'est de là qu'aujourd'hui, je suis gestionnaire de portefeuille spécialisé avec ces deux sphères-là. C'est assez étonnant, je trouve ça incroyable. Puis on va justement parler de ton parcours entrepreneurial. Mais juste avant, je suis curieuse d'avoir ton opinion. Parce que la majorité des gens qui nous écoutent, qui vont nous regarder, bien évidemment, la majorité, c'est des entrepreneurs, des leaders, des dirigeants d'entreprise, des coachs. Puis, tu sais, qui ne rêve pas à la liberté financière? On en parle beaucoup, surtout dans l'entrepreneuriat. Deux choses que j'aimerais savoir. La première, c'est quoi pour toi la vraie liberté financière? Pour moi, c'est liberté financière, c'est aussi l'indépendance financière. C'est quoi la différence? Ben, dans le fond, c'est assez similaire, mais être indépendant financièrement, c'est pas nécessairement d'arriver à la retraite avec un compte de banque de 2 millions, 3 ou 5 millions. Tu sais, dans le fond, le plus important, c'est d'avoir suffisamment d'épargne en fonction du coût de vie que tu as besoin qui te rend confortable, qui te rend bien et que tu te sens complet de dire, écoute, moi, mon coût de vie, ça me coûte X et je suis satisfait avec ça. Donc, à partir de là, c'est pas le montant dans le compte de banque qui définit ton indépendance financière, c'est ton coût de vie
qui va définir ton besoin. Tu sais, dans le sens que, parce que quand tu parles, parce que je veux dire, qui ne veut pas des millions dans le compte de banque? Mais je pense que tu veux dire il y en a des vraiment... gens qui veulent pas ça aussi, là. Tu sais, sont pas nécessairement axés sur la valeur des placements, mais c'est la liberté de dire, ou l'indépendance, de dire à 45 ans, je suis capable de couper mon horaire de 5 jours à 4 jours à 3 jours. C'est une question de choix, de décision. Faire vraiment ses choix. Vraiment. OK. Parce que c'est pour ça que c'est vrai que es-tu d'accord qu'il y a une croyance qu'il faut des millions dans le compte de banque, vraiment, là, pour avoir une liberté financière, ce qui n'est pas le cas. Et j'aime beaucoup la nuance. Fait qu'on a tout un train de vie différent. C'est vraiment... C'est deux choses. C'est vraiment proportionnel en fonction du coût de vie. Il y en a que pour qui un couple, avoir 40 000 $ d'épargne nette d'impôts par année, c'est suffisant. Puis il y en a d'autres que c'est pas assez de 200 000. Fait que c'est pas facile à trouver. C'est quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut? Tu sais, quand on complète un plan financier, on va prendre l'épargne, on va prendre le bilan, on va mettre des taux de rendement. Mais le facteur, le critère le plus important pour définir si on a un bon plan financier qui représente notre réalité, c'est le coût de vie. Puis ça, il y a plusieurs personnes... Ça, c'est la clé, là. Faut commencer avec ça. Vraiment. OK. Vraiment. Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui pour vivre? Oui. Et qu'est-ce que tu penses que tu as besoin rendu à la retraite? C'est facile, parce que, mettons, comme là, si je prends ma retraite dans 15 ans, on va dire, mais mon coût de vie là, en ce moment, puis avec ce que c'est en 2025, mais comment je peux savoir, mettons, pour les gens qui nous écoutent, qui nous visionnent, qui nous regardent, comment savoir dans 10, 15, 20 ans, ça va être quoi le coût de vie rendu là? Dans le fond, tu sais, on y va par défaut, tu sais, à dire que ton coût de vie aujourd'hui, il y a une portion que possiblement c'est pour les études de ton enfant, il y a une portion que c'est pour la deuxième voiture quand on est un couple, quand on va arriver à la retraite. Réfléchir à ça. C'est tout l'impact de dire quelle est la vie de couple familial aujourd'hui, puis quelle va être là rendue à la retraite. Là, c'est principalement une vie de couple. Puis, on tient compte de l'inflation. On tient compte aussi des projets. Est-ce qu'on a le goût de faire un voyage une fois par année, 2 fois par année, ou non, c'est un voyage à tous les 3 ans qu'on se paye la traite. Ça change pas mal. Fait que ça change pas mal. Puis ça, nos systèmes sont faits. On est capable vraiment de bien définir, de bien travailler un plan financier qui représente la réalité, puis les besoins, puis l'inspiration des gens. Un plan financier, c'est comme un GPS pour savoir où, tu sais, dans le fond, tu veux te rendre à une destination. C'est ton GPS pour savoir qu'est-ce qu'il te faut. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis le GPS pour te rendre où tu as besoin d'aller. Puis, tu sais, à travers ces années-là qui vont suivre, si on parle des placements, il va avoir des années de croissance, puis on va avoir des années avec des performances négatives, parce que souvent, on sait que c'est pas tout le temps en ligne droite comme ça, malheureusement. Mais avec le plan financier, à dire, on panique pas. Je suis supposée être à X dollars en valeur de placement. Je dépasse déjà. Donc, je suis capable d'absorber un petit ajustement négatif. Comme ce qu'on vit un peu avec les marchés depuis l'arrivée de Super Trump aux États-Unis, n'est-ce pas? Fait que ça, c'est pas évident. Quand on est en finance, c'est comme, mon asti. On va se le dire, là, right? On s'en est parlé aussi. En termes, là, c'est pas mal pour monsieur, madame, tout le monde. Mais mettons, spécifiquement, pour les gens en business, pour les entrepreneurs, les dirigeants, les coachs, peut-être les entrepreneurs, là, ça serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner aux entrepreneurs pour les aider à maximiser leurs revenus? Tu sais, là, pour ceux et celles qui ont un cash flow, là, ils ont de l'argent, là, ça va bien, fait qu'on veut pas laisser ça dormir dans le compte de banque trop longtemps, ça serait quoi ton meilleur conseil pour ces gens-là? Vraiment, le meilleur conseil, c'est de limiter. Faut quand même avoir une gestion budgétaire de ses finances, à dire combien j'ai besoin pour vivre, puis justement en fonction du compte de banque, j'ai un excédent, je le place. Mais je trouve le meilleur système pour faire de l'épargne, c'est de l'épargne qu'on appelle systématique. C'est-à-dire? Dans le fond, on programme des retraits automatiques à chaque semaine, à chaque 2 semaines, à chaque mois. C'est retiré du compte de banque comme un paiement de char. Pourquoi c'est mieux ça que... Parce que moi, c'est pas ça que je fais. OK, j'ai ça même. J'avoue que en t'écoutant comme, c'est intéressant, ça va être comme, OK, je suis prête, on prend un gros montant, on le place.
C'est-tu juste parce qu'on veut être sûr qu'on n'oublie pas que c'est sûr que comme entrepreneur, on a des défis, on a des imprévus, on a des projets qui vont arriver puis qu'on veut stepper in parce que ça va venir croître la business. Quand c'est fait dans cet esprit-là, c'est aussi de l'investissement. Mais en bout de ligne, c'est quand même très rigoureux puis très pertinent de faire de l'épargne systématique et encore plus de dire justement quand les marchés sont volatiles, de dire quand tu investis régulièrement, peut-être qu'il y a un montant que tu vas avoir investi qui va être dans un marché haussier, puis peut-être que la prochaine contribution, ça va être dans un marché baissier. Donc t'investis pas à un moment que le marché est très fort parce que on voudrait tous investir quand le marché est très baissier, mais on n'a pas on n'a pas toujours l'évidence à dire c'est le bon moment d'entrer aussi. Fait que c'est mieux d'investir plus souvent, comme de placer plus souvent à différents endroits où les taux changent et tout. Ouais. Puis ça enlève énormément d'émotions. T'sais, on l'a vu là. Février-mars, là, avec Trump, là, le marché descendait, il y en a qui disaient, hey, Brigitte, on s'en va, on va faire attention, correction, je suis vraiment privilégiée. Concrètement, j'ai pas eu de clients qui m'ont appelé en panique, mais le discours était de dire, hey, faudrait peut-être qu'on fasse attention, hein, Brigitte, d'un point de vue général, à dire, peut-être bien qu'on va crasher, mais c'était là le bon moment d'embarquer. Mais souvent, on n'a pas, parce qu'on manque d'habitude, parce qu'on manque de maîtrise, les émotions, c'est dangereux. C'est dans n'importe quoi. Oh, oui. C'est dans n'importe quoi. En business, dans notre vie, quand on a si on prend une grande décision basée sur l'émotion, qu'elle soit bonne l'émotion ou non, danger. Hein? Oui, ça, je pense que clairement. Oui. Mais j'adore ça parce que, tu sais, je pense que la majorité des gens, justement, en entrepreneuriat, puis je pense que c'est un peu partout, hein, on le sait, mais pourquoi tu penses que les gens tardent tant que ça à prendre des décisions en lien avec leur placement, à planifier la retraite? Je pense sincèrement qu'ils ne comprennent pas l'impact puissant d'investir tôt. Donne-nous un exemple concret. Moi, j'ai un exemple concret. Vas-y. Où est-ce que je compare un individu qui a commencé à faire de l'épargne à 18 ans versus, puis qui a investi pendant 8 ans. OK? Ça, c'est un exemple que j'ai très frais à l'esprit. Il investit 2000 $ par année, de 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, on parle de 8 années. Il a investi 16 000 $. On a la personne à côté qui, elle, commence à 26 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, pendant 40 ans. Donc, 2000 $ pendant 40 ans, le deuxième individu a investi 80 000 $ par année. Ouais. À 10 % de rendement, le premier qui a arrêté à 25 ans va avoir atteint un plus gros capital que la deuxième personne qui va avoir commencé à 26 ans. À 10 % de rendement. Ça donne quoi? Mettons, ça donne dans le fond, quelqu'un... ça n'a pas d'allure. Oui, un jeune qui commence à 18 ans, qui arrête à 25, qui fait 10 % de rendement par année. Puis là, on parle de moyenne aussi. Là. Ouais. 10 % par année jusqu'à 65 ans va avoir accumulé 1 million de capital. Et plus. Fait que, on va m'asseoir avec Noah. Oui, je pense que c'est une bonne idée. C'est incroyable, mais dans le fond, c'est traumatisant. Quand que... c'est pas nécessairement traumatisant, mais ce qui, moi, ça me fait mal au cœur, c'est de me retrouver avec des clients ou avoir des échanges avec des jeunes qui sont investis dans des certificats de placement garantis quand tu as 18, 20, 25, 30 ans. Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi? C'est que des certificats de placement garantis, on va te donner un taux d'intérêt. Mais tu as la garantie qu'à l'échéance de ton placement, on va te rembourser ton capital. Okay. Mais quand tu as 20 ans, puis tu as techniquement 40 ans en avant de toi pour investir, tu peux assumer, tu peux prendre la volatilité des marchés boursiers. Si tu investis avec des CPG, tu vas faire un taux de rendement par année de 3-4 %. Mais si tu investis sur le marché boursier, tu peux penser à avoir une moyenne qui va jouer, dépendamment de ce que tu prends, mais quelque chose qui va jouer entre 8 à 10 %. C'est ça qui fait la différence. Puis ça me fait mal au cœur parce que je trouve que les gens sont pas assez éduqués.
Non, c'est clair, on va se le dire. Vraiment. Je veux dire, l'éducation financière, tu sais, je pense que dans nos années, on est la génération X, là, c'était pas top of mind, là, mettons. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un regret, mais gars, il est jamais trop tard, non, right? Je veux dire, mais dans le sens, comme avec ton exemple, c'est pas la majorité des gens qui ont 40, 50 aujourd'hui qui ont commencé à 18 ans à investir. Là, on s'entend. Oui, c'est une minorité. Ah oui, vraiment. C'est une minorité, mais quand on prend conscience de ça, ben c'est d'avoir l'impact avec nos jeunes pour les encourager, les stimuler, les conscientiser de l'importance d'investir tôt. C'est tout l'effet cumulé de l'épargne. Ouais. C'est de faire de l'argent avec l'argent. Moi, c'est la philosophie de dire on travaille plus pour l'argent avec l'argent, c'est vraiment ça. Oh, c'est un autre thinking complètement que ce qu'on a été habitué. C'est les intérêts composés. Ouais. Tu sais, c'est plus la game. Tu travailles pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour toi. C'est juste ça, là. Puis tu vois, j'en ai parlé, on s'en était parlé, là, avec Noah, j'en parle de plus en plus pour lui faire réaliser. Puis de faire des constats. Regarde, mon grand, là, il vient d'avoir 17 ans, il travaille chez Maxi. Là, tu travailles, je sais pas, mettons, à 17 $ de l'heure, on va dire, fois, mettons, 30 heures par semaine cet été. Regarde si tu aurais une job à 25, puis je lui montre ça. Puis là, regarde si tu places ça, regarde combien tu peux avoir à tel taux et tout. Fait que fais travailler l'argent pour toi. Pour un entrepreneur, c'est excellent. J'adore ça, Brigitte. Ça serait quoi tu suggérerais? Quel serait le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs pour qu'ils puissent faire travailler leur argent, outre que par l'immobilier? On sait que ça a un peu le même objectif, mais de quelle autre façon, avec ta business, peu importe le montant? Dans le fond, une compagnie, dans le fond, peut avoir son compte de placement. Tu sais, dans le fond, comme individu, tu as ton compte REER, tu as ton compte CELI, tu as ton compte d'épargne. Mais la société, tu ouvres un compte d'investissement, tu mets de l'argent de côté. À travers ton incorporation, ton entreprise. À travers l'opération. Okay. Mais il faut faire attention, il y a quand même des règles fiscales qu'il faut pas que ton entreprise, qui est une entreprise opérante, puis là, je veux pas tomber dans la technicalité de la fiscalité, mais à un moment donné, c'est oui, mais tu sais, on veut pas avoir un trop gros compte d'investissement. Pourquoi? Parce que dans une société, ben il y a toujours un risque d'affaires. Premièrement, dans une société. Donc, ton épargne, tu veux pas la mettre à risque. Fait que dans ce temps-là, on va créer une société de gestion, puis on transfère les liquidités de la compagnie opérante dans la compagnie de gestion. Puis là, ben, on ouvre un compte de placement. Mais, tu sais, on est vraiment apte à partir un compte de placement dans une compagnie opérante. Puis de là... Peu importe le montant, j'imagine. Est-ce qu'il y a un minimum, tu dirais, ou pour quelqu'un qui veut faire travailler son argent, faire fructifier son argent? Tu peux commencer à faire des prélèvements automatiques à partir de 100 $. Par il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Parce que souvent, les gens, puis tu sais, j'ai été là-dedans avant aussi à mes débuts, on veut toujours se garder un peu un montant écureuil au cas où je vais investir, je vais faire ci, je vais faire ça, mais plus on grandit dans notre entreprise, plus on est en croissance, en hypercroissance, puis là, oh boy, là, le cash flow est rendu important. Tu peux pas laisser ça dormir, ça. Non. Puis je le sais que moi, je l'ai laissé trop dormir à mes débuts. Je veux dire, je pourrais vraiment exploiter tout l'aspect stratégique pour une compagnie avec des placements. Il y a des types de placements qu'au niveau de la fiscalité sont vraiment hauts pour justement éviter de payer des impôts à chaque année sur la performance qu'on génère. Il y a des stratégies aussi que pour des entrepreneurs où est-ce qu'on a accumulé un gros capital puis qu'on est sécurisé, qu'on est capable même de considérer, puis ça c'est excellent pour des sociétés, des produits d'assurance vie. C'est au niveau de la fiscalité, c'est très important de se poser des questions. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est à point de te recevoir en dans ton podcast, parce qu'évidemment les gens qui écoutent, qui vont visionner justement soit sur YouTube ou bien à travers la version audio, je trouve qu'on néglige encore trop l'aspect finance, l'aspect placement. Puis plus on est en croissance, plus les montants vont augmenter, plus les décisions vont être importantes, plus il faut être justement au courant de ça. Oui. Puis le fait que tu es une femme dans ton domaine, on s'entend, on les compte sur les doigts de la main gauche, je pense, ou les deux mains. Il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a de plus en plus, mais on est en minorité, c'est clair. Clairement. Clairement. Est-ce que tu penses que ça, c'est un avantage pour toi? Ou certainement. Un désavantage? Certainement. Oui? Oh oui. Tu sais, dans le fond, il y a des femmes qui préfèrent travailler avec des femmes et justement, on est, en minorité. Je pense qu'on a aussi comme femmes c'est peut-être généraliste, mais on a quand même une certaine sensibilité. On a une bonne écoute, une bonne considération. Donc, malgré qu'il y a des hommes qui sont bien, mais qui sont très bien, mais comme tu dis, ça fait partie, généralement, de la personnalité d'avoir une femme comme conseillère, comme gestionnaire.
Je voulais dire, ce qui est génial aussi, puisque les gens sûrement ne savent pas, c'est qu'au niveau où ce que tu es rendu, et pour démontrer à quel point tu es rendu au next level, tu es dans ta business, ton expertise, elle est reconnue, bien, en ce moment, ça, tu as de quoi être fier, t'accompagnes et tu gères les portefeuilles de gens plus high level. High level étant au niveau profil, au niveau investissement. Puis il m'a dit, il faut que tu sois rendu loin pour que vous voyez, je suis pas gênée de le dire, que maintenant, c'est toi qui gères mon portefeuille. Fait que ça, pour vous dire à quel point, tu sais, c'est pas pour les gens qui commencent, mais pour ceux qui ont quand même beaucoup d'argent de placer, là, c'est le temps de faire fonctionner, fructifier l'argent pour soi. Fait que je suis très contente. En tout cas, puis en plus, ça a été dans le temps avec tout le... avec Trump et tout ce qui se passe et tout. Fait que, merci de ta confiance. Ouais. Puis, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui fait la différence pour moi être aujourd'hui gestionnaire de portefeuille en dérivé? Dans le fond, c'est que j'ai l'autorisation de pouvoir travailler avec des options comme instrument financier. Qu'est-ce que ça change, ça, les dans le fond, c'est que options? les options, c'est un instrument financier qui est très complémentaire à la base, qui est souvent des actions et des obligations. Des options, c'est un instrument financier qui est très volatile pour différents aspects techniques, mais on doit détenir une inscription très particulière avec l'Autorité des marchés financiers pour transiger cet instrument-là. C'est quoi le plus-value pour, mettons, tes clients, ta stratégie par option? Ben, dans le fond, la stratégie en option, c'est que j'intègre de l'analyse technique. Encore là, je vais essayer d'être le plus bref possible. S'il vous plaît. Mais l'analyse technique, c'est pour faire des prédictions en fonction des mouvements du marché boursier, à dire, est-ce qu'on prédit qu'à très court terme, c'est pas des prédictions sur des mois, puis c'est vraiment sur du court terme, est-ce qu'on pense que le marché va monter ou va baisser? Et moi, la stratégie que j'applique, c'est que j'achète des options d'achat qu'on appelle aussi des calls en anglais. Et quand le marché monte, parce que j'ai prédit que le marché monte et il monte, bien dans le fond, l'indice, lui, peut monter de 1%, mais moi, avec mon option, peut-être que dans la même journée, je vais avoir fait un gain de 10, 20, 30%. Donc, c'est très volatile que quand le signal est bon, on fait un gros profit à court terme. Mais c'est sûr que ça va des deux bords, pareil. Ça va des deux bords. Okay. Donc là, moi, l'expertise, c'est la profondeur que j'ai développée au niveau de l'analyse technique, la constance pour avoir une excellente moyenne. Mais oui, de façon régulière, parce que ça fait partie de la stratégie. Je peux avoir des stratégies à perte, mais régulièrement, c'est l'accumulation de gains. C'est ce qu'on voit aussi quand on s'est parlé, puis l'accumulation de gains est nettement supérieure à... Puis ça suit aussi, veux pas, les marchés. Hein, tu sais, je veux pas, tu peux pas... je trouve ça vraiment génial. Puis Brigitte, tu es aussi dans mon club des maîtres Mastermind. Tu en es à ta 2e année. Ça fait quand même quasiment 2 ans qu'on travaille ensemble. Puis je dois dire, là, ton évolution, elle est exceptionnelle. Puis je le sais que tu le sens, tu l'incarnes. Si je te demanderais, là, c'est quoi pour toi là, le plus grand impact que l'accompagnement, le Club des maîtres a eu sur toi? Pour moi, c'est... j'ai toujours eu un très grand défi au niveau de mon développement d'affaires, au niveau de la prospection. Quand on est dans le domaine des services financiers, on doit aller au-devant des gens, on doit aller au-devant des clients, des prospects. Puis pour moi, j'ai toujours eu un inconfort d'aller cogner à la porte. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, là. C'est comme un peu les vendeurs qui viennent sonner à la maison un samedi. J'ai toujours eu, ça m'a toujours rendu inconfortable de penser que les gens me perçoivent comme une vendeuse, une peddler. À dire, t'as la meilleure solution, Brigitte. Ben oui, on sait bien. On sait bien. Fait que ce côté-là, ça a toujours été très, très difficile pour moi. Puis peut-être c'est ça aussi qui m'a amené à à assumer différents mandats dans ma carrière, du moins dans les services financiers. Mais aujourd'hui, j'ai pris une décision ferme à la fin 2019 que j'ai dit, bye bye banque, parce que j'étais intégrée au niveau des institutions financières, et j'ai pris une position pour m'assurer d'avoir ce qu'il fallait pour offrir une offre de service qui était indépendante. Donc de là de dire j'ai investi beaucoup de temps à développer mes stratégies de placement. Elles ne sont pas efficaces aujourd'hui par hasard. J'ai investi beaucoup.
Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai, Brigitte, que tu vas encore avoir un les struggle avec la maudite prospection. Ah ouais. Fait que c'est de là que j'ai commencé à intervenir avec toi. C'était avec un programme en ligne, webinaire qu'on faisait, qui s'appelait Légende à ce moment-là, mais quand l'opportunité d'embarquer dans le club des maîtres, le mastermind, en avril 24, j'ai dit, je peux pas lâcher Mélanie. J'en ai encore de besoin. Puis elle m'avait déjà propulsée, puis j'ai dit, hey my God, cette fille-là, elle va me propulser encore plus loin. Puis j'embarque pour une deuxième année parce que, l'évolution que j'ai eue dans la première année du club, ça va être surprenant où ce que je vais être d'ici. C'est clair. Puis on voit, c'est pas, il y a jamais de fin, tu sais. On est toujours en train d'évoluer. Puis c'est quoi tu dirais le plus gros switch que ça a eu en toi? Ah, ma posture. En quoi ta posture est différente? Vraiment d'assumer, de dire, avoir de l'impact. Hein? À un moment donné, il faut avoir une certaine stratégie quand on se présente. T'sais. On peut pas arriver par hasard. Il y a de la préparation, il y a de la posture, on s'assume. Mais, tu sais, quand j'ai assumé pleinement mon intervention de prospection, tu sais, ça allait bien, mes résultats, mais c'était un petit peu comme le petit coup de pied dans le derrière que ça me prenait pour dire « Ah ouais, go, Brigitte, t'es capable! » Mais tu vois, après, c'est quand tu solidifies ta posture, tu as confiance en tes capacités, puis là, tu commences à avoir encore plus de résultats, c'est là que ça change. Ah oui. Ça serait quoi, tu dirais, la Brigitte avant, là, en 2-3 mots, puis la Brigitte d'aujourd'hui? C'est intéressant. Je dirais... avant, tu sais, la Brigitte plus technique, plus, faut que ça soit parfait, là, faut que ça soit complet, là, et on en met de la viande pour que le monde perçoive, à dire, hey, j'ai une plus-value. On se suradapte, on travaille fort, on travaille en met plus fort, que le client demande. Vraiment. Fait que le côté un peu trop perfectionniste de la chose. Puis aujourd'hui, j'assume qui je suis confiante, j'ai une posture, je sais qu'est-ce que j'ai à offrir, je sais c'est quoi ma distinction, qui m'aime me suivre. Mais tu vois la différence, parce que quand on est pris dans le perfectionnisme, c'est fou, c'est un frein, ça ralentit, on n'avance pas beaucoup, on prend pas des décisions, on est dans notre tête, puis je me souviens aussi, tu fais un pas d'avant, tu recules de 2. Tu avances de 2, tu recules de 3, puis aujourd'hui, c'est incroyable. Comme tu dis, let's go. C'est comme je vous dis souvent, just fucking do it. Ouais. Mais c'est dans l'action que ça se clarifie, c'est dans l'action que tu te définis. Fait que le fait que tu es beaucoup plus confiante, tes résultats ont explosé, tu as fait un projet t'as développé un projet d'investissement, t'es inarrêtable. Comme tu dis, c'est unstoppable, puis tu t'enfarges pas dans, tu sais, c'est pour ça qu'on parle souvent dans le mastermind, décider mieux, décider vite pour maximiser son impact. Mais surtout ses résultats. Oui. Puis de faire confiance à son instinct. Oui. Quand tu le sens, là, à dire « Oh my God, là, il y a un moment eureka, là, c'est... » Puis on le sent d'habitude. Là, tu es capable de le percevoir parce qu'on l'a tout, ça. Oui. Mais quand on est trop dans l'incertitude, la peur, on se pose trop de questions, on est dans le perfectionnisme, mais tu vois pas ça. Tu n'as pas l'espace pour te déposer puis le réaliser. Oui. Mais là, tu as l'espace. Puis c'est ce qui fait qu'on sent ton goût, ton envie de te dépasser plus que jamais. Je veux dire, c'est fou, là, à quel point que tu entreprends projet après projet, tu te challenges, tu te surpasses. Puis combien de fois je vous dis, repoussez vos limites, parce que plus tu repousses tes limites, plus tu te surprends toi-même de voir comment j'ai réussi à faire ça. Puis ça nous amène à, tu sais, il y a 2 grosses choses, il y a 2 grosses décisions. Numéro 1, tu vas partir un podcast, Investir Like a Pro, qui s'en vient à l'automne. Fait que, gang, si vous avez aimé à date, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es capable de rendre ça facile, le langage financier, investissement et tout. Mais en ce moment, c'est incroyable ce qui est en train de se passer avec le grand reset de Brigitte, qui vient d'une grande décision, je pense que c'est la décision la plus importante de ta vie que tu as prise. Puis pour ceux et celles qui savent pas de quoi je parle, allez voir la page Facebook Le Grand Reset de Brigitte. Elle a décidé que pour les prochains 12 mois, la prochaine année, de perdre 100 livres. Puis elle se fait suivre par 4 personnes, dont moi, quelqu'un mindset, Antoine Hamelin, qui est exceptionnel au niveau nutrition, au niveau entraînement, Caroline Bergeron, notre chère Caroline, qui est la coach du bonheur, qui l'aide au niveau aussi, tout ce qui est plus coach de vie et tout. Puis c'est fou parce que déjà là, en quelques semaines,
le mouvement que c'est en train de créer, à quel point t'inspires les gens. Mais ça, puis ça découle aussi, il y a quelques mois, je me souviens, on se parlait, on était dans une retraite de VIP, puis t'as des gros clients, là. Des fois, c'est des décisions à plusieurs centaines de milliers de dollars, des millions, là. Faut que tu sois prête, faut que tu sois sharp, faut que tu sois au meilleur de ce que tu peux être. À tous les jours. À tous les jours. Always. C'est la posture d'élite que j'appelle, right? Puis, je me souviens, je t'avais dit, hey, quand tu vas être là, bon, on avait commencé à en parler, là. Imagine, parce que je le sais que des fois, au niveau physique, des fois, la vidéo, la photo, puis combien vont se reconnaître là-dedans? Je suis du bon côté, je suis correct? Je suis pas sûre. Mais là, c'est là que l'idée a commencé à germer. Je veux me reprendre en main. Je veux avoir un coach. Je veux changer le tout. Puis là, voilà quoi? Ça fait combien de temps? 3-4 semaines? Ça fait 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 21e journée. 21e journée, là. Puis dis-moi un peu des stats, là. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans le fond, en grande ligne, c'est que j'ai commencé mon processus avec Antoine à la mi-février. Et j'ai fait mon bout de chemin. J'avançais bien. Mais j'avançais, je reculais. J'avançais. Mais je reculais pas tant, mais peut-être que j'étais pas assez ancrée. Fait que tu stagnais un peu, dans le fond. Oui. Puis, on a fait un switch. Et là, mon mindset a changé. J'ai dit non, je veux l'atteindre, mon objectif. C'est quoi le déclic, là? Quand tu t'étais tannée de toi, t'étais déçue probablement que, Colin, je me sens pas totalement engagée, je stagne. En grande ligne, dans le fond, depuis janvier 2023. En janvier 2023, j'avais à ce moment-là 52, je m'en allais sur mon 53 ans. Puis moi, j'ai toujours visualisé à dire, pour ma retraite, c'est pas vrai, je veux être top shape, je veux être en forme, je veux bouger, je veux être active. J'étais encore à mon 53 ans, puis encore sédentaire. Je bougeais pas d'exercice. Je travaille à mon bureau. Puis toujours avec ce surpoids-là. Mais j'ai fait des tentatives. Puis là, avec Antoine, cet hiver, là, j'ai dit, écoute, je m'en vais dans un processus privé parce que là, ça n'a plus de bon sens. Là. C'est assez. Je veux faire la différence. Puis là, on a eu un talk, puis là, j'ai dit, non, c'est pas vrai, je suis pas encore assez engagée. Fait que pour moi, c'était comme... Même avec un coach personnel, ça allait bien, mais il manquait encore quelque chose, c'est ça, je comprends. Mais je veux dire, ça allait très bien, là, quand même, là, faut pas se le cacher. Mais j'ai repris un niveau d'engagement avec Antoine à un autre niveau. Puis là, qu'est-ce qu'on a entrepris? Le grand 8-7, c'est que une idée comme ça, là, dans le fond, Antoine me partageait une excellente expérience qu'il a eue avec une cliente atteinte sclérose en plaques, une grosse perte de poids, une photo. Puis j'ai lancé l'idée à Antoine à dire, Colin, il me semble que ce serait le fun d'avoir une vidéo, tu sais, de sentir l'émotion de ça. Puis c'est là que j'ai fait le déclic. Moi, je suis inspirée du film de Julie and Julia. Julie qui fait les recettes sur 365 jours de Julia Child. Sûrement, t'as déjà vu le film. Tu l'as déjà vu? En tout cas. Mais ce film-là, pour moi, ça a été un coup de cœur parce que je suis une fille qui adore cuisiner. Puis quand j'ai vu le film, je sais pas si je recule peut-être d'une dizaine d'années, j'ai eu comme le sentiment de dire, hey, j'aimerais ça, faire ça, ce genre d'expérience-là. Puis avec Antoine, quand il me partageait l'expérience de sa cliente, j'ai dit, je veux faire ça. Je veux avoir un journal santé pendant 365 jours. Ça fait quasiment 21 jours. Ça fait 21 jours aujourd'hui. Ben, je peux vous dire, là, 21 jours, page Facebook, combien d'abonnés? Là, on approche 200. 200 en 21 jours. Puis les publications, l'engagement, les commentaires, tout ce que tu es en train de... C'est incroyable. C'est fou. Je compte plus... C'est la meilleure décision de ta vie. Vraiment. Puis je compte plus le nombre de personnes qui me disent « Hey Brigitte, tu m'as influencée. Hey, à cause de toi, je me suis remis à marcher. Je me suis remis à faire ci. » Regarde l'impact. Puis il y a plein de monde qui l'ont pas écrit. Puis ils me rencontrent à dire « Hey, finalement... Fait que je sais pas. Imagine, dans 1 an, 100 livres de moins, l'impact que tu vas avoir eu, tu vas avoir des milliers sur la page, l'impact que ça va avoir. Puis des fois, on pense que ça n'aura pas d'impact dans notre business. C'est sûr que ça va en avoir. C'est sûr. Puis t'as-tu une idée à quel point tu vas être sur ton X élite fois 1000? Je veux dire, parce que, tu sais, on s'en était parlé, Brigitte, t'as jamais été, mettons, poids santé, si je peux dire. Là, ça va être la première fois de ta vie. Puis tu disais que tu avais de la misère à visualiser. On recule adolescent. Très tôt, c'est ça. Fait que là, de voir comme, aïe, comment je me visualise dans le miroir ou physiquement,
à moins 100 livres, c'est gros, là. Mais bravo de faire ce qu'il faut. Puis c'est ça, je trouve exceptionnel. T'es une leader d'élite. Puis c'est pour ça que t'es dans le club des maîtres VIP. Parce que regarde l'engagement dans tes décisions. Ça, c'est fou. J'en reviens pas. Moi, je suis flabbergastée de voir ça, puis ça fait 3 semaines, je trouve ça hyper excitant. Tu vas apprendre énormément sur toi, sur les gens, sur la business, sur la vie avec ça, tu sais. C'est stimulant fois mille. Je me pose même pas la question si je vais atteindre mon objectif. Je suis persuadée, je suis convaincue de l'atteindre, mais c'est le cadeau. Tu n'as quasiment pas le choix, tu sais. Tu commets in front of the world! Fait que là, tu y penses 2 fois. As-tu mangé un hamburger? Ben non. M'as-tu mangé des chips? Ben non. Mais c'est un an. Des fois, ton prochain défi, je pense, c'est quand tu vas te permettre un peu, parce que ça va arriver, puis il faut que ça arrive. Le défi, c'est que tu continues business as usual après. Oui. Moi, ça, là, ça a été un de mes défis. Parce qu'on dirait que quand tu manges une fois de la malbouffe, on dirait que tu retombes. Fait que... le goût, les papilles gustatives reviennent très facilement. C'est mieux de pas y goûter tant qu'on a mangé trop. Tu sais, on a tous nos petits plaisirs coupables, mais bravo de te choisir parce que c'est une décision, c'est pour ta vie. Tu sais. Puis, je suis convaincue que l'impact avec la business va être phénoménal. Puis, mettons qu'on va là, un petit peu plus, on fait un deep dive, on va un peu plus en profondeur, le côté investissement, placement et tout. Mettons, là, avec la question indomptable qui suit, là, c'est quoi la bullshit que tu es écœuré d'entendre dans ton domaine sur les marchés financiers, que ce soit sur les finances, les placements? D'entendre que les marchés boursiers, c'est dangereux. J'entends ça beaucoup, que c'est dangereux. Oh oui. Moi, pourquoi t'es tanné? Non, mais comme l'exemple que je donnais tantôt, comment se fait qu'un jeune de 20-30 ans fait des investissements dans des certificats de placement garantis? Il y a une éducation à cause que ça, c'est garanti, c'est safe. C'est safe. Tandis que les autres, OK, quand c'est plus volatile ou tu prends une stratégie risquée, c'est dangereux. C'est dangereux voulant dire que tu risques de tout perdre. C'est quoi? C'est sûr que c'est inconfortable quand on voit les marchés boursiers de baisser de 10, peut-être, et jusqu'à 20 c'est très inconfortable. Mais il faut comprendre que le marché boursier, c'est un marché d'échange, d'offres et de demandes. Le marché boursier, c'est une bébite. C'est une bébite bipolaire. Mais s'il y a quelqu'un qui veut vendre à un prix ridicule, il y a toujours un acheteur qui va dire hey, c'est pas vrai. Le prix a trop baissé. Moi, je suis acheteur de ça. Donc, faut accepter la volatilité. Mais est-ce que du jour au lendemain, on va perdre notre argent? Et là, je pèse mes mots, hein. C'est très important. Si on achète des actions de pacotille, ça se peut que tu perdes ton argent. Mais si tu achètes un indice boursier qui inclut 100, 500 entreprises, écoute, puis c'est des grandes entreprises, attention. Là. Ça va être volatile, mais de là à ce que tu perdes ton argent. J'avoue. Mais je trouve que tu es encore politically correct. Là. Mettons qu'on va un petit peu plus loin. Quelque chose où, que ce soit dans le marché, dans l'actualité, mais toujours en lien un peu avec ce que tu fais. Quelque chose que tu trouves comme que tu as de la misère avec ça, qui te fait chier, que tu trouves que c'est de la bullshit, tu sais, qu'il faut faire attention un peu pour éveiller les gens. Ben, premièrement, moi, je pense sérieusement que les gens doivent s'approprier beaucoup plus de connaissances au niveau de leur placement. Je trouve ça très malheureux que les investisseurs dégagent toute la responsabilité aux conseillers ou aux gestionnaires en avant de soi et de dire « Ah, OK, on a fait 3 %. Ah, OK, on a fait 7 %. Ah, on a fait moins 3 %. OK, mais il faut aller un peu plus loin que ça. » Tu veux dire que dans le fond, mettons, moi, je suis avec toi, là, je vois les résultats, ben on a une discussion ensemble. Je te pose des questions, je suis curieuse, je te challenge, comment qu'on peut optimiser, comment on peut bonifier dans ce sens-là, tu veux dire. Et de se comparer. Est-ce que la performance de mon gestionnaire... Versus le marché, ça fait du sens. C'était quoi, là, tu disais le lundi, je me souviens pas du nom, là. Le S&P 500. Le S&P 500, c'est la référence. Généralement. OK. C'est intéressant, ça. Tu sais, de dire, écoute, quand on te présente une performance, est-ce que ça fait du sens par rapport au marché? Tu sais, techniquement, tu payes pour les services. Tu sais, tout gestionnaire, tout conseiller reçoit une rémunération pour les services offerts. Mais ces frais-là sont souvent cachés parce qu'aujourd'hui, on transige beaucoup ce qu'on appelle des fonds mutuels. Les frais sont cachés, puis la personne pense qu'elle ne paye pas de frais. Ça, là, regarde, les gens pensent qu'ils payent pas de frais.
Parce qu'ils sont cachés dans les frais. Fait que Ouais. soyez curieux, allez voir, posez des questions. Et c'est une obligation des gestionnaires, des conseillers de déclarer le montant payé par les clients, les Je investisseurs. pense pas que c'est toujours le cas. Je sais. Fait que soyez curieux, posez Oui. des questions, mais comme tu dis, c'est vrai Et qu'on ne pas- le connaît pas. Puis pas être gêné de poser des questions, pas être gêné de Ça, c'est dans challenger. n'importe quoi, c'est l'humain, Puis- et ça. d'aller Ouais. comparer, tu sais. C'est pas de savoir tout ce qu'il y en est, des actions, puis d'être soi-même conseiller ou d'être soi-même gestionnaire, mais juste d'avoir plus de curiosité puis d'avoir l'audace d'aller challenger. Tu vois ce que tu partages là, puis pour tout le monde qui nous écoute, dans la vie en général, faites preuve davantage d'audace, osez poser des questions, soyez curieux, Et- arrêtez d'avoir peur, puis c'est votre responsabilité, comme Prendre tu dis. responsabilité. C'est pas comme puis Vraiment. là après c'est comme quelqu'un qui fait combien de fois qu'on entend ça Brigitte des fois j'ai fait une campagne de pub ça a pas marché c'est la faute de la fille qui fait la pub ben non t'as-tu travaillé fort pour tes angles tes accroches t'as-tu le bon message tu t'adresses à la bonne personne c'est-tu wow on peut pas se contenter de juste on peut pas laisser aller il faut prendre action Oui. je vois ça comme de la co-création dans le fond avec son conseiller si Tout on à veut fait. tu sais. Tout à fait. Puis dis-moi donc Brigitte je t'emmène ailleurs c'est toujours le fun de connaître un peu plus la personne en ce moment qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis? Je lis... j'ai lu récemment le livre de Alter Ego. Oui, de Todd Ah, de Herman. Pour Todd ceux et celles qui ne l'ont Herman. pas vu, je vous le suggère fortement. Oui. Là, je suis en train de lire... oh là là, le titre m'échappe, mais sur le copywriting. Oui, Dan Sullivan, le Copy That Sells. Oui, C'est le bien. Copy That- Bon élève qui lit les Oui. livres que sa coach lui Oui. suggère. Et j'aime beaucoup la version Audible parce que non, c'est- on a peu beaucoup de importe la choses à version, mais intégrer. ça, c'est Fait que pendant génial. que je fais les Quand tu exercices, fais, quand je cuisine, voilà. je me mets ça T'as pas puis le choix. j'écoute ça. Fait que ça, j'adore ça. Là, je suis inspirée par Dan Martell. Je sais pas pourquoi. Donc, Mais souvent, c'est ça, il y a tout le temps des flavors of the month. ouais, fait Mais, que mais c'est mes coups de cœur Ouais. actuellement. Puis c'est important aussi de déceler en fonction où est-ce qu'on a des limites, où est-ce qu'on Ouais. veut se sentir plus fort d'aller chercher nos ressources. D'aller chercher les bonnes ressources au bon moment. Ça, c'est tellement important. Puis c'est quoi la série Netflix que tu écoutes en ce moment? Honnêtement, j'en écoute pas. T'écoutes aucune série? Là, actuellement, non. Non? Film? Un film, une série? Ou qu'est-ce que tu as vu dernièrement que tu as bien aimé? Ah là. Oh, Ah, à ce point-là? prochaine- ah, ouais. Non, j'écoute, mais comment je dirais, je vais écouter, mais moi, c'est pour me changer les idées, puis des fois, C'est ça, ça souvent. va être juste en background. Tu fais autre chose? Fait Moi, que souvent, je cuisine, c'est en background. Tu sais, tu retiens. Non, écoute, à fouille. j'écoute, puis c'est parce que tu me le demandes, mais ça me pop-up, ça ne me pop-up pas, mais ah non, c'est pas des... J'aime... Et puis, il ne sort aucun titre, là. Non, C'est ça, je sors pas comprends. de titre. OK. Parce que... tu me skipperas. Non, il n'y a aucun skippage ici, mesdames et messieurs. Hein, Pat? Le Pat qui s'occupe, qui est là. Yep. Fait que ça, je le dis même pas aux gens. Il n'y a même pas de warning, rien. C'est ça du real life. Fait que là, sors-moi un film, quelque chose. Les gens vont trouver que ça veut Mais dire non, qu'elle mais travaille moi, je suis trop. cheap puis- de même, là. J'ai réécouté le Mais tu l'as dit tantôt. J'ai réécouté Julie le Julia. Ouais, ouais, Regarde, le Julie Titanic, Julia. assume! Ben oui, mais non, mais c'est ça, tu sais, j'ai réécouté le Titanic, c'est comme, moi, c'est un coup de cœur, c'est des genres de traditionnels Avoue que tu y as de pensé même. et tu n'osais pas le dire. Avoue, c'est sûr. Mais c'est parfait. Moi, j'aime toutes les réponses. Puis il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Non. Brigitte, à quoi qu'on peut s'attendre pour toi cette année-là? Ça va être incroyable. Cette année-là, on est là. T'es la visionnaire, dans ta posture de visionnaire. Qu'est-ce qui s'en vient cette année? Ah, sérieux, le grand défi, avec le grand reset, c'est-à-dire, c'est un grand projet que j'assume, mais c'est un côté très personnel de ma Mais qui va dynamique. toucher toutes tes sphères de ta vie. Qui va toucher toutes Ouais. mes sphères. Ça m'amène une excellente préparation en vue du lancement du podcast. Ça Fin t'étonne. août, début septembre. Donc ça, mon podcast, c'est quelque chose de gros pour moi.
je le vois, je le file, j'ai hâte d'être dans cette interaction-là. C'est toute la poursuite de mon déploiement de développement d'affaires. Et dans le fond, je suis en préparation aussi pour le lancement de mon fonds d'investissement. Donc, c'est une nouvelle... J'ai des partenaires financiers, j'ai une nouvelle structure, le lancement, l'inscription avec l'Autorité des marchés financiers. Hey, c'est gros, donc, là. ce projet-là, c'est un projet de sourdine qui est pas que les gens connaissent pas, mais ça me demande énormément d'efforts, d'investissement en temps. Parce que c'est dans l'ombre un peu. Les gens le voient pas, mais bientôt, les gens vont le savoir davantage. Ce qui était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité, un objectif. Si là, vous sauriez tout le travail, j'ai accompagné Brigitte justement à travers ça cette année, si vous sauriez tous les efforts, le travail, les recherches, tout ce qu'elle a fait pour mettre ça à jour, là, c'est incroyable. Bravo, c'est inspirant au bout. Ça va être une très belle année, une belle deuxième année dans le VIP, dans le Mastermind avec toi, parce que tes objectifs, c'est quand on a confiance, quand on est connecté, quand on est solide, quand on est bien entouré. En ce moment, c'est sky's the limit. Le mot de Brigitte, #Unstoppable. Unstoppable, yes. Hey, good job. Yes. Ça fait un plaisir de te recevoir à l'Indomptable Podcast, ma belle Brigitte. Puis au final, où est-ce que les gens peuvent te découvrir? Dans le fond, ils me découvrent sur ma page Facebook, sur le Grand Reset. Je vais aussi, avec le podcast, avoir ma chaîne YouTube. Fait qu'on retient tout ça, là. Oui. Hein, ça s'en vient. Et le podcast Investir Like a Pro. Ça va être écœurant. Oui. Merci, Brigitte. Merci à toi.